Combien vaut une équipe de football de la NCAA? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste consultant, et voici Focus, mon podcast quotidien qui traite des grands sujets dans l'industrie du sport. Et c'est parti. Ça vaut combien une équipe de football de la NCAA? C'est-tu le prix d'une équipe professionnelle de sport, de hockey, de football américain, et ainsi de suite? Pourquoi je veux vous parler de ça encore une fois? C'est parce que, un, je suis un passionné de cette industrie-là. Deux, le football universitaire, ça m'a touché personnellement. Je vais vous raconter ça dans une couple de minutes. Mais c'est parce que c'est énorme. C'est parce qu'on est en début de saison. On a eu un gros match en fin de semaine, Michigan à Notre Dame, un classique comme il y a à chaque début de saison. On a vu Alabama, champion défendant. On dirait qu'Alabama gagne à chaque année. Ils ont défendu leur premier match cette saison contre Louisville dans une raclée. On a vu des gros matchs impliquant Auburn, LSU, Penn State qui a failli perdre, Texas A&M et ainsi de suite. Honnêtement, c'est quelque chose d'absolument gigantesque et je vais vous en parler en plus de détails. Le football de la NCAA, c'est comme une autre ligue professionnelle aux États-Unis. C'est pas bien loin derrière la NFL. Il y a moins d'argent, un, parce qu'on ne paie pas les athlètes, c'est un autre sujet pour un autre podcast, pour un autre jour. J'y reviendrai à ça. Mais c'est aussi parce que c'est le football, le sport préféré des Américains. Deuxièmement, les gens qui graduent des universités sont toujours affiliés, attachés émotivement à leur équipe, même s'ils habitent dans une ville à 2000 km de là. Tu peux avoir gradué à UCLA, habiter à New York, tu es toujours et seras toujours un fan des Bruins. C'est la même chose si tu as gradué pour les Hurricanes, l'Université de Miami, et puis tu travailles à Los Angeles ou tu travailles à Chicago. Évidemment, ton attachement émotif. Tandis que chez les pros, c'est pas pareil. On est attaché à nos équipes généralement dans nos villes. Si on déménage, on trouve une façon d'adopter une équipe locale, puis au fil des années, ça passe. Fait que si tu as vécu toute ta vie à Winnipeg, puis tu étais fan des Jets, puis à un moment donné, tu déménages à Vancouver, puis graduellement, au fil du temps, tu vas probablement devenir fan des Canucks. Mais chez les universités, c'est pas comme ça. Je vais vous parler de ça parce que le football universitaire aux États-Unis, ça a quelque chose de vraiment particulier. Premièrement, il y a tellement d'argent que ça aide à financer toutes les autres équipes de l'université. Toutes les autres équipes sportives, à part le basketball, qui est le deuxième en importance, ça finance le soccer, la crosse, la gymnastique féminine, le tennis. Tous les sports réussissent à exister. Et quand je veux dire exister, ça veut dire on a des bourses d'études pour ces étudiants athlètes-là aussi à cause des revenus football. Alors, ceux qui disent que c'est trop gros, puis ceux qui disent, ben là, on devrait payer les athlètes, c'est automatique, ils se font exploiter, ben il y a du vrai là-dedans. Mais il y a aussi une chose qui est importante à ne pas négliger, c'est que ça aide à défrayer le coût de sports qui n'attirent pas la télévision, la commandite ou les spectateurs, à part des familles puis des proches. Bon, c'est des équipes de football qui ont entre 90 et 110 joueurs. C'est un entraîneur-chef, 9 adjoints, 4 jeunes adjoints, puis un nombre illimité de gens dans l'opération, le contrôle de la qualité, les analystes, et ainsi de suite. Fait que c'est un staff aussi gros qu'un staff d'une équipe de football de la NFL. On parle de stades de 30-40 000 souvent, mais il y en a à Michigan, Ohio State et Penn State, les trois dans la même conférence, qui accueillent presque 110 000 personnes chacun des stades. Alors, ça, c'est comme 4-5 fois un aréna classique de hockey de la Ligue nationale de hockey, pour vous donner une idée. C'est vrai qu'il y a moins de matchs. Il y en a 7-8 à domicile pour une saison. C'est rarement utilisé pour autre chose ailleurs. Fait que le stade est pas mal vide. On pratique là une fois par semaine, le jour avant notre match, puis le reste du temps, on est sur la route. Quand les équipes vont sur la route, ils prennent des avions nolisés. Et on divise généralement les avions parce que tu as 100 joueurs, ben tu mets pas les 100 dans le même vol. Normalement, à Penn State, quand j'étais là, on voyageait dans 4 avions séparés, de façon à être sûr que tout le monde se rende puis que ça soit un peu moins coûteux aussi de cette façon-là. Et on avait beaucoup de personnel de soutien. Il y a les membres du band musical qui voyagent aussi. Il y a toute l'équipe des thérapeutes. Il y a tous les cheerleaders, hommes et femmes. C'est une parade de gens qui sont associés de près au soutien d'une équipe de football. Il y a des entraîneurs qui gagnent 5, 6, 7, 8 millions de dollars comme entraîneur-chef. Il y a des adjoints qui en gagnent 1 ou 2 ou 3 millions, puis c'est des adjoints. Même les adjoints gagnent plus que les responsables de tous les programmes scolaires ou académiques. Puis dans un sens, c'est un peu ridicule tout ce que je vous dis là. Sauf que les équipes de football aident beaucoup au rayonnement et à la notoriété des universités même, si on veut. Puis l'argent dépensé, comme je vous dis, ça finance tellement de programmes. Toutes les installations sportives se paient parce que les gens veulent soutenir leur équipe. Puis les gens riches donnent et redonnent aux universités pour encourager l'équipe de football à connaître du succès. Fait que je reviens à ma question de base. Ça vaut combien une équipe?
Mais pour vous donner une idée, il y a une étude en automne 2017 du Wall Street Journal. Les Buckeyes d'Ohio State, l'équipe la plus valorisée. Puis la valeur de l'équipe, ça vient de plusieurs raisons. C'est tous les revenus de l'équipe, c'est tout ce qui a rapport à la télévision, tout ce qui a rapport à la commandite, tout ce qui a rapport à cette espèce d'industrie autour de leur équipe. Les Buckeyes d'Ohio State, ça vaut 1,5 milliard de dollars US. Les Longhorns de Texas, 1,2 milliard. Oklahoma, 1 milliard. Alabama, 930 millions. Michigan, 892 millions. Georgia, 822 millions. Floride, 682, les Gators. Penn State, 550 millions. Ça, c'est des équipes universitaires. C'est foudroyant comme chiffre. C'est pour vous expliquer la grandeur. Tu ne peux pas acheter ça, ces équipes-là, bien entendu, ne sont pas à vendre. Ils n'ont pas une valeur privée, ils ne sont pas sur le marché. Mais quand tu calcules tous les chiffres d'impliqués, ça donne une valorisation qui est égale, sinon meilleure, qu'à beaucoup, beaucoup d'équipes professionnelles de tous les sports en Amérique. Au Québec, il y a 2 équipes qui ressemblent un petit peu, pas en argent, mais au professionnalisme puis à cette culture d'excellence. Bien, les Carabins de l'Université de Montréal puis le Rouge et Or de l'Université Laval, bien entendu, sont 2 équipes dominantes au Canada. Mais c'est des petites institutions, entreprises, organisations professionnelles. Alors, quand on veut se rapprocher, on n'a qu'à regarder au Québec. C'est encore très loin de la NCAA. C'est un sujet passionnant. Ça m'a toujours incroyablement motivé et inspiré. J'ai toujours été très fier d'être associé aux universités américaines. Il y a des mauvaises choses aussi qui se passent là-bas, mais il y en a des bonnes, dont le financement des programmes mineurs et les bourses aux étudiants qui n'en auraient pas autrement. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Partagez le podcast avec vos amis et collègues. Vous pouvez m'écouter, les suivre sur YouTube, Facebook et SoundCloud. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.